Effectivement, le professeur Kamto est à Douala, puisque nous avions prévu de tenir une réunion qu'il devait présider. Il devait rencontrer les cadres que nous sommes pour la région du littoral. Il est à Douala. J'aurais aimé vous annoncer autre chose que ce que je vais devoir faire, mais il nous revient donc que monsieur le gouverneur de la région du littoral a instruit les forces de maintien de sécurité de déporter, parce que c'est le terme, le professeur Maurice Kamto vers Yaoundé, ce qui veut dire donc qu'il est séquestré à son hôtel. La seule condition pour qu'il en sorte, c'est qu'il prenne la route de Yaoundé. Voilà. Donc cette autre et énième forfaiture se produit de nouveau. Alors, donc, pour l'instant, si je comprends bien, vous n'allez pas tenir, le professeur Maurice Kamto ne tiendra pas la réunion prévue ce jour? Jusqu'à l'heure où je vous parle, les cadres l'attendent. Ceux que le parti État a voulu prévenir de son arrivée sont aussi nombreux dans la rue, parce que ça, c'est de leur fait. C'est une réunion interne. C'est eux qui l'ont rendu public, qui ont à cette occasion autorisé une marche publique. Donc nous l'attendons au siège. Il ne peut pas quitter son hôtel tant que ce n'est pas pour prendre la route de Yaoundé. Donc c'est la dernière information que j'ai. Nous nous sommes abstenus jusqu'à présent d'indiquer à nos militants dans quel hôtel ils se trouvent. Parce que non seulement c'est probablement un piège, mais de deux, comme nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, parce que si nous leur demandions d'aller le chercher à l'hôtel, ça aurait les conséquences que ça pourrait avoir. Espérons que d'ici là, monsieur le gouverneur reviendra à de meilleurs sentiments, puisque moi qui suis au siège depuis ce matin très tôt, j'ai remarqué un climat et une ambiance, y compris avec les forces de maintien de l'ordre qui étaient présentes, des officiers de haut rang avec lesquels nous nous sommes entretenus de manière on ne peut plus citoyenne. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on n'arrive pas à encadrer ce qu'on a soi-même provoqué. Parce qu'en l'occurrence, là, ce sont eux qui ont provoqué ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont eux qui obligent les habitants de Douala. Moi qui suis chrétien catholique, c'est une fête aujourd'hui pour laquelle il y a des gens qui voulaient aller à l'église qui n'ont pas pu sortir. J'ai vu des dames à qui on empêchait de traverser la route pour aller au marché. Donc je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Le Cameroun reste une curiosité et cette manière de manager, je vous dis, honnêtement, me dépasse. Mais bon, nous espérons que monsieur le gouverneur reviendra de meilleurs sentiments, qu'il nous laissera tenir notre réunion, parce que c'est une réunion interne, comme on en tient au Oudja, comme on va pouvoir en tenir à Bafoussam. Donc c'est les cadres qui devaient recevoir, personne d'autre. Et c'était une communication interne. Ce sont eux qui, quand ils savent infiltrer, j'ose espérer qu'ils le font ailleurs. C'est eux qui ont créé le Ghost Town d'aujourd'hui. Ce sont eux qui l'ont créé. Honorable Marlise Bell, pourquoi le retour annoncé d'un leader de parti politique dans son pays doit-il nécessiter l'interdiction de circulation des mototaxis? Écoutez, je ne saurais pas vous répondre parce que je n'ai pas les éléments. La préfectorale a certainement des informations que vous et moi n'avons pas. Donc, me lancer à une explication serait vraiment hasardeux et risqué parce que je n'ai pas les fondements de cette décision. Serge Simon Kakak, comment appréciez-vous cette sortie du préfet du Vouré? L'interdiction de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala depuis hier, samedi. C'est vrai que, vous savez, Julien Berthe ne rentre pas dans mes habitudes de parler des choses que je ne maîtrise pas. Bon, sur cette question, je n'en maîtrise pas les contours. Ce qui est constant, si l'autorité administrative, tout à l'heure, on a entendu parler du préfet de Vouri, après on a parlé du gouverneur. Si ces deux autorités ont pris sur elles de prendre des décisions, ça veut dire que certainement ils ont des raisons. Mais moi, je pense qu'il faut faire très attention. Nous sommes en année électorale, surtout c'est l'année de la présidentielle. Il faut tout faire pour parvenir à des élections apaisées. Et je pense que les élections apaisées ne peuvent venir que des autorités, parce qu'en réalité, c'est eux qui sont aux commandes. C'est les autorités qui sont aux commandes du pays. Si nous voulons avoir des élections libres, transparentes, apaisées et, je dirais, inclusives, il faut que les autorités fassent preuve de responsabilité.
et qui trouvent de meilleurs stratagèmes possibles pour, j'allais dire, apaiser le climat social, le climat socio-politique. C'est le moins que je puisse dire sur la question. Maintenant, pour le reste, tout à l'heure, j'ai suivi Chandikam sur la question. Je pense que lui, a tous les éléments. Il vous a donné beaucoup d'informations que nous autres, nous n'avons pas. Je pense que pour le moment, nous ne pouvons pas épiloguer sur cette question sur laquelle nous n'avons pas encore toutes les informations. Edmond Kamgia, votre appréciation sur la sortie du préfet du Voré? Vous savez, c'est une situation embarrassante. Chaque fois qu'il y a restriction du champ de liberté dans un pays, j'ai effectivement lu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, le texte du préfet du Voré. J'ai également lu un message porté du patron régional de la police par rapport au même événement ou par rapport à la même situation. Parce que je ne peux pas parler d'événement, il n'y a pas un événement à Douala. Par rapport à la même situation sécuritaire ou sociopolitique qui est liée visiblement à l'arrivée à Douala du président national du MRC, Maurice Kamto, qu'il avait annoncé depuis son meeting de Paris. On a vu ces textes-là qui ont circulé, qui ont été lus et commentés par les médias, la presse écrite et la presse audiovisuelle. Ce matin, j'ai fait un tour du côté du siège du MRC. Vers 11 heures, la zone est quadrillée par la police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, ni pour les mototaxis, parce que les textes du préfet, comme celui du patron régional de la police, interdisent les mototaxis. Mais je me rends compte que ce n'est pas seulement les mototaxis. Même les véhicules, les voitures ne peuvent pas passer. Piétons également. Non, des piétons peuvent passer. Puisque j'ai pu passer. Et j'ai vu d'autres personnes passer à pied. Des piétons peuvent passer. Mais pas de véhicules. Ni moto, ni vélo, ni voiture. Mais vous pouvez marcher, vous pouvez passer. J'ai vu beaucoup de gens passer. Et j'évalue, au moment où je suis passé par là, environ 5000 personnes qui étaient qui étaient en face et tout autour du siège du MRC au Grand Moulin à Daïdo. La police est partout, c'est-à-dire au niveau de l'école publique, au niveau de Papangassi, au niveau du siège, au niveau du carrefour Kifero, dans l'as Kifero, marché Nuderdo, dans l'as boulangerie coiffe, marché Nuderdo, dans l'axe entrée Bepanda Kamtel, c'est-à-dire à plusieurs niveaux, il y a des piétons qui ont été bloqués, notamment au niveau de Kamtel Bepanda. Ils ne peuvent pas accéder. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais quand vous venez de l'école publique, pour le chef du MRC, vous pouvez accéder à pied. Donc on a empêché certains piétons, certains actes d'y accéder, mais si vous passez par l'école publique, vous pouvez y accéder. Ce n'est pas une information que je donne, c'est public. Je me rends compte, la première observation que je fais est celle-là. La deuxième, c'est que je constate que le texte a été effectivement respecté, c'est-à-dire le texte du préfet du Vouri. Tous les axes cités dans son texte sont effectivement quadrillés par la police. Il parlait seulement des motos, mais je l'ai dit tout à l'heure, même les véhicules ne peuvent pas accéder sur ces axes-là. Donc il y a un problème au niveau de la liberté de circulation dans ce pays. Ça, c'est la deuxième observation que je fais. La troisième observation, c'est que nous voici donc dans un contexte sociopolitique qui est déjà tendu et qui va devenir plus tendu encore avec ce que nous sommes en train de voir. Parce que j'estime que cette décision qui a été prise dans le contexte actuel, ceux qui l'ont fait ont leur raison, mais en tant que citoyen, j'estime que c'est excessif, c'est une mesure excessive. Il suffit simplement d'encadrer. S'il devait se déplacer, si le président national du MRC doit se déplacer pour son siège, il faut encadrer son déplacement de l'aéroport pour son siège et faire en sorte que quand il ressort, il va là où il va y aller, à son hôtel, et puis s'il veut rentrer, qu'il rentre tranquillement, sous l'encadrement de la police. Voyez-vous, je vais retourner un peu à ce qui s'est passé à Paris. D'après les chiffres officiels de la police française, à ce meeting, il y avait au moins 78 000 personnes. Il n'y a pas eu de casse. Tout s'est passé normalement. Personne ne s'est plaint. Pourquoi au Cameroun, la police ne peut pas encadrer le déplacement d'un leader politique
C'est la question que je pose. Avant de chuter, je vais faire ce constat également. Nous avons eu le sentiment, après les tours que j'ai pu faire ce matin, en relation avec cet événement, que la ville de Douala est partiellement dans une situation de ville morte. Une ville morte de facto, qui est la conséquence de la décision de la préfectorale. Je dis bien, c'est maladroit et ce n'était pas nécessaire. Je voudrais également dire que cette ville morte est préjudiciable, même si c'est un dimanche. Il y a des activités qui se font le dimanche, notamment ceux qui se déplacent dans le transport urbain comme interurbain. Des gens voyagent, mais des gens qui voyagent ne peuvent plus voyager, ou alors certains ont raté leur voyage, que ce soit par les bus, que ce soit par avion, à cause de cette décision. Je voudrais également dire autre chose. C'est que nous avons finalement le sentiment dans ce pays que non seulement on se proclame l'état de droit, mais on prend des mesures qui n'ont rien à voir avec l'état de droit. Je voudrais terminer pour dire, c'est peut-être une ironie, que j'ai le sentiment que Douala est devenu, depuis ce matin, comme Yaoundé, lorsque le chef de l'État se déplace, soit pour son village, soit lorsqu'il veut prendre l'avion pour aller à l'étranger. Donc c'est comme si c'est un chef d'État. La ville de Douala ressemble à une ville en situation de déplacement ou d'arrivée d'un chef d'État. Je ne sais pas si c'est ça le message que ceux qui ont décidé voulaient faire passer à la population. Je termine là, pour le moment. Charles Dikam, au-delà de toute précaution prise par les autorités de la ville de Douala, est-ce qu'on ne peut pas y voir une frilosité certaine du régime RDPC à quelques mois de l'élection présidentielle? Écoutez, j'ai coutume de dire que malgré nous, nous sommes au devant de la scène depuis 7 ans, bientôt 8. Je vois un parti-État depuis 43 ans, je ne compte pas leurs aînés, qui se comporte comme un parti d'opposition, qui passe son temps à écouter les discours d'un leader politique, d'un parti d'opposition, et les commenter. Je vois des ministres qui passent tout un après-midi devant la télévision pour écouter le discours d'un leader de parti d'opposition et aller les commenter sur les réseaux sociaux. C'est peut-être bon signe, ça veut dire qu'au RDPC, ils commencent à prendre la posture qui sera la leur bientôt, celle de parti d'opposition, parce que les actes qu'ils posent sont ceux qui sont supposés être posés par des partis d'opposition. Je rappelle cette boutade du patron du RDPC. J'ai nommé Paul Biya. Là, je parle du patron du parti politique. C'est lui qui a voulu qu'on confonde les deux. Mais là, je m'adresse au patron du parti politique qui, à l'occasion des dernières élections, avait traité un certain parti de petit parti politique. Mais bon sang, de quoi a-t-on peur? Pourquoi les faits et gestes de ce petit parti politique sont-ils l'objet d'autant de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment voulez-vous qu'après, vous ne vous sentiez pas martyrisé? Ça fait 5 ans que j'ai des camarades qui sont en prison. Pour 7 ans. D'autres qui y ont passé 2 ans, 3 ans. Ça ne suffit toujours pas. Alors, j'entendais dire le week-end dernier et toute la semaine, pourquoi Paris? Ok, très bien. Comme là-bas, ce ne sont pas des Camerounais, bien qu'ils fassent vivre leur famille ici, ils soulagent l'État qui est incapable de s'occuper des Camerounais. Les Camerounais de l'extérieur aident l'État du Cameroun à s'occuper des Camerounais. Donc, les soulagent de leurs tâches régaliennes. Mais dites-moi, comment se fait-il que lorsque quelqu'un revient seulement de voyage, qu'il vient rencontrer les cadres de son parti, on ait déjà peur? Alors, le jour où nous allons louer l'esplanade de je ne sais trop quel endroit, puis s'ils nous ont même envoyé à Japoma pensant nous décourager, mais qu'ils nous envoient même à aider à ce sera plein. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale. Nous en sommes déjà à cette situation. Je rappelle qu'elle est récurrente. Ce même Maurice Kamto, auteur, poète, venait pour la dédicace d'un livre. C'était pas loin d'ici. Qu'il a été bloqué de la même manière qu'on l'a reconduit. Alors il y a des bantoustans à l'intérieur du Cameroun. Vous vous étonnez que quand on va aller faire un meeting dans certaines régions du pays, les populations copient l'État.
en disant « vous, pas ici ». Et ça n'arrive qu'avec un seul parti. Et après, on nous dira « vous vous plaignez trop, vous êtes... » Mais de grâce, un peu de pudeur. Quel est le parti au Cameroun qui subit ce que nous subissons depuis 7 ans ou 8 ans? Aucun. Aucun. On a eu des morts. On a eu des blessés. On a des gens qui sont encore en prison aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le constat est là, patent. Mes compatriotes voient que c'est une fin de règne chaotique. 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 Parce que j'aurais été à la place de certaines autorités, notamment celles qui ont pris sur elles de rendre public ce qui était encore confidentiel. Que je ne l'aurais pas fait. Il n'y a pas meilleure publicité, même si elle tourne au vinaigre aujourd'hui, que celle qu'ils ont faite. C'est absolument contre-productif. À l'heure où je parle, Maurice Kamto serait peut-être déjà aidé sur le chemin retour. Si on s'était contenté de veiller sur sa sécurité, parce que c'est un personnage public, qui ait 2 ou 3 voitures qui le suivent, qui ait quelques véhicules aux alentours du siège, parce qu'on ne sait jamais, même comme jamais rien ne s'est produit, qu'il tienne sa réunion, que je vienne à mon émission, parce que j'étais supposé sortir de réunion et venir ici. Qu'est-ce qui a empêché que tout cela se déroule? Sinon la volonté manifeste de je ne sais trop quelle zèle. Mais pourquoi pensez-vous que les mêmes, toujours vont être acculés et qui continueront de regarder? Mais même les enfants que nous avons à la maison. Vous pensez qu'il y a un à force complot? d'injustice, comment? Vous pensez qu'il y a un complot? Pour le moins, il y a des zélés. Parce que tout ce qui se passe là, je ne suis même pas sûr que celui dont il se réclame soit au courant. Il y a des zélés qui pensent bien faire. J'imagine qu'ils pensent bien faire. Mais je veux dire, quand on sort de l'ENAM, on est supposé avoir une tête bien faite et avec un certain nombre, un minimum de, comment dirais-je, d'intelligence. À quoi a servi tout cela? À embêter les Camerounais? Parce qu'au-delà du MRC, on a embêté les populations de Douala aujourd'hui. Hein? Il y a probablement des malades qui n'ont pas pu se rendre à l'hôpital. Il y a des gens qui n'ont pas pu voyager. L'économie, c'est beaucoup dans un pays pauvre, très endetté, où il y a déjà des fériés, on en rajoute encore un. Vous avez remarqué que depuis quelques années, il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Plus personne ne se repose au Cameroun. Ceux qui ont des boutiques vont les ouvrir, puisque les 7 jours de la semaine ne suffisent pas. On leur en enlève encore un aujourd'hui. Je ne parle pas que des mototaximans. Je parle de toutes les autres activités connexes. Parce que quand on stoppe les mototaximans, toutes ces populations qui les utilisent, à défaut de bus, parce que même ça, ils ont trouvé, il n'y en a plus. Oui, ils prennent quel autre moyen de locomotion ces gens ont trouvé pour les populations? J'ai entendu dans un discours qu'on avait créé 500 000 emplois. C'est ça les emplois? Les mototaxis? Bon, alors qu'on les laisse au moins faire, puisque à défaut de ça, paraît-il qu'ils vont devenir des agresseurs. Mais non, c'était vraiment, je ne sais quel mot utiliser pour décrire tout cela. J'ose espérer que, d'abord, monsieur le gouverneur va se ressaisir. J'ose espérer que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments et qu'on va aller à une compétition où le meilleur gagnera, mais qu'on laisse chacun pouvoir déployer ses moyens, les moyens légaux, parce que cela n'arrive qu'au MRC et aux partis d'opposition. Ça ne leur arrive qu'à eux. Nous avons une singularité, c'est que, bon, ils ont décidé de faire de nous la vedette, peut-être parce que nous étions officiellement, selon leurs chiffres, 2e des précédentes élections. Mais écoutez, c'est un autre corps défendant. C'est un autre corps défendant. Mais manifestement, la peur s'installe. Ce sont les signes de la peur. Il n'y a rien d'autre. Mais d'une peur panique. Moi, je pense que nous sommes plusieurs sur ce plateau, peut-être vous êtes un peu plus jeunes, qui avons perdu nos parents. Mais la vie a continué. Nous élevons nos enfants. Mais je vois des gens qui ont 90 ans, qui ont peur de 90 ans, 70 ans, 80 ans, qui ont peur de perdre quelqu'un qui a 94 ans et qui a le droit de se reposer. Quel égoïsme! Ils ne pensent même pas à la famille de ce monsieur. C'est la panique. Parce qu'ils ont travaillé jusqu'à 90 ans, ils ont le sentiment qu'ils doivent encore travailler 90 ans, même s'ils n'ont rien fait. Mais ils ne veulent pas partir. Et il n'y a pas de change. Parce que vous vous doutez bien que le président national du RDPC, s'il avait pu, il aurait désigné un dauphin. S'il avait pu. Ils l'ont tous déçu.
Ils l'ont tous déçu. Même l'honorable Je dis qu'ils l'ont tous déçu. Elle va faire comment pour traverser? Elle est à l'OJRDPC où elle est à son âge, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Puisque tous ceux qui sont aux commandes ont 80 ans, 90 ans. Elle a 20 ans, 25 ans de moins que c'est leur fille. Elle va travailler quand leurs propres enfants à eux. Bon, oui, c'est vrai, de mettre préfet ailleurs, mais sinon les autres enfants, les autres, ils sont au quartier. À 70 ans, où il y a des personnes encore jeunes. Comment vous voyez qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à trouver une alternative? Donc ils sont coincés, tout en sachant que même si c'est la nature, elle les rattrapera. Mais qu'ils laissent les choses dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. On ne meurt pas d'être à l'opposition. Regardez comment je suis, je me porte bien. À part ceux qui se reprochent quelque chose, on ne meurt pas dans l'opposition. C'est la peur panique, tout simplement. La peur panique. Et malheureusement, M. Biana, semble-t-il pas d'alternative. On attend ce qu'il décidera. S'il avait désigné un dauphin, on n'en serait pas là, ils ne paniqueraient pas. Eux-mêmes ne savent pas qui ils vont présenter. Alors, ce que j'étais en train de dire, Julien Berthe, dans mon propos liminaire tout à l'heure, j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de vous dire que je n'avais pas suffisamment d'éléments sur cette situation. Tout à l'heure, lorsque j'ai suivi mon frère et ami Edmond Kamgia, un grand journaliste d'investigation, qui allait investiguer sur le terrain, il nous a rapporté beaucoup de choses. Et là, maintenant, je peux faire des développements. Je pense que si ce qu'il nous a rapporté est vrai, effectivement, cela pose un problème. Vous savez, ça fait quand même, je peux me tromper, presque 34 ans que le Cameroun est revenu à la démocratie. C'était en 91. Ça fait 34 ans aujourd'hui. Si après 34 ans de démocratie, il y a encore des pratiques qui nous ramènent en arrière, j'avoue qu'il y a problème. Il y a problème parce que, tout à l'heure, honorable Malise vous disait que certainement qu'il y a une situation qui est redoutée. Certainement que les autorités qui ont pris la décision ont certaines informations. Je peux le lui concéder. Mais sauf que pour encadrer la sortie d'un leader politique de la statue du professeur Maurice Kamto, on n'a pas besoin de venir bloquer la circulation. On peut simplement encadrer sa sortie. C'est un acteur politique. Et il y a ce qu'on appelle, dans ce pays, la liberté de manifestation politique, qui sont encadrés. Moi, vous ne pouvez pas venir bloquer. Ça pose, à ce niveau, il y a problème. Quelles que soient les raisons, je suis d'accord avec vous sur un point. Vous savez, Julien Berthe, vous êtes nettement plus jeune que nous autres, mais ce que vous devez savoir, c'est que le Cameroun est très avancé en matière de renseignement. Nous sommes l'un des pays au monde où le renseignement fonctionne à merveille depuis notre indépendance. C'est la vérité. C'est tellement que les autorités ont un certain nombre de renseignements que nous, le Cameroun lambda, nous n'avons pas. Mais de là à paralyser, à bloquer un leader politique, ça pose un problème. Maintenant, moi je me pose une question. Qu'est-ce qui peut les entraîner dans cette posture? Est-ce que c'est le meeting de Paris qui leur fait tant peur? Cela m'amène à vous dire une chose. D'ailleurs, dans la thématique, les thématiques que vous avez envoyées, la formulation que vous avez donnée à cette question, c'était en réalité de nous demander quel est le rôle de la diaspora en démocratie. Vous savez, la diaspora en démocratie joue un très grand rôle. Parce qu'en fait, c'est nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui sont considérés comme la vitrine de notre pays à l'extérieur. Et ils sont des Camerounais à part entière. Maintenant, lorsqu'on nous dit que au meeting de Paris, il y a eu 78 000 personnes qui ont été mobilisées, est-ce que c'est ça qui fait peur aux autorités? Je dis non, ça c'est également une erreur. Parce que les 78 000 qui étaient là ne veulent pas forcément dire... Enfin, ne sont pas forcément les militants du MRC, première chose. Parce que lorsque vous voyez ce que la diaspora fait, comment la diaspora intervient dans un pays, la diaspora est constituée de gens qui aiment leur pays et qui entretiennent des liens étroits avec leur pays et qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays sur le plan politique et qui interviennent dans leur pays pour contribuer de manière exponentielle au développement économique. Il y a des pays, même en Afrique, où la diaspora
apporte plus de 50% du PIB. Ça, Le Mali. Oui. le Mali, par exemple. Oui. Le Sénégal. Donc, il y a des gens qui sont là-bas. Quand on leur dit qu'un leader politique de leur pays est à Paris pour faire un meeting, il y en a qui viennent là par curiosité. Ils ne l'ont jamais vu. Ils veulent l'écouter de visu. Ils veulent apprécier son discours. Ils veulent même apprécier son profil présidentiel. Et comme beaucoup d'entre eux, certainement, aspirent au changement politique dans leur pays cette année, il y en a qui viennent là pour se demander que est-ce que ce leader-là, dont on nous a toujours parlé, est-ce qu'il a le profil même pour faire partie du président Biya? C'est pas forcément un danger pour la République. Non, donc de mon point de vue, faire comme si aller faire un meeting en diaspora veut dire qu'on a commis une infraction. Non, ce n'est pas ça. Et de là à venir le bloquer, je dis que c'est totalement incongru. Laissez-le circuler, mais encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Encore que, bon, peut-être je me trompe, mais depuis 2018, je ne me souviens pas qu'il y a eu un meeting politique au Cameroun où les militants se sont livrés au casse. Dans la ville, je ne passe pas. Si, pas à Douala. Les militants de l'opposition? Non, non, pas de Du l'opposition. parti au pouvoir. Parti au pouvoir. Ils ont même brûlé des... Oui, bon, des moi je résidences parle du des militants sous-préfet. de l'opposition. Non, c'est pour dire que ce sont eux qui sont coutumiers du fait. Non, sincèrement, moi je ne sais même pas, depuis 2018, je ne me souviens même pas si on a permis à un meeting de se tenir à Douala. Déjà. 7 ans, il n'y a pas eu de vrai meeting à Douala, moi je n'ai pas vu. Ce n'est plus la démocratie, c'est la négation de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui nous voulons donner le mauvais exemple aux Africains pour dire que nous sommes les mauvais démocrates? C'est pour répondre à votre question. Parce que lorsque vous dites que c'est quel message qu'on serait en train d'envoyer, comment dirais-je, à la communauté internationale. Mais nous sommes en train de véhiculer là des images où, j'allais dire, la posture des mauvais démocrates. Ça veut dire que nous sommes dans une posture antidémocratique. Or, aujourd'hui, en Afrique, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Mais il ne faudrait pas que nous nous donnons l'impression que nous sommes toujours les derniers en matière de démocratie. Donc moi, je veux dire ceci. Qu'on ne donne pas l'impression qu'aller rencontrer la diaspora veut dire qu'on a rencontré les étrangers. Non. C'est nos compatriotes qui sont citoyens au même titre que nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous autres, nous militons tous les jours pour que les dispositions du code de nationalité en vigueur dans notre pays de 1968 soient modifiées. Comme cesse de nous dire que lorsque vous réussissez à acquérir la double nationalité, vous perdez votre nationalité camerounaise. Non. Qu'on reconnaisse la double nationalité. Moi, j'ai eu le privilège, ça, je vous le dire. Je vais vous le dire ici. J'ai eu le privilège d'avoir un client de nationalité italienne avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Ce monsieur avait plus de 14 nationalités. C'est un monsieur qui a passé toute sa vie à l'étranger. Il n'a jamais travaillé chez lui en Italie. Mais presque partout où il a travaillé, il a eu la nationalité. Et un jour, je lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez plusieurs nationalités? Il dit non. En fait, plusieurs nationalités ne veulent pas dire que j'ai cessé d'être italien. Je suis un Italien. Et lorsque je vais chez les autres, il faut que je m'intègre. Acquérir la nationalité me permet de bien travailler, de conquérir les richesses pour aller contribuer au développement de mon pays. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ces membres de la diaspora, lorsqu'ils sont là-bas, ils travaillent pour le développement de leur pays. On ne peut pas leur empêcher. Ils doivent être des acteurs politiques au même titre que tout le monde. Donc moi je dis, objectivement, c'est un appel que je lance aux autorités. La seule chose qui nous reste dans ce pays aujourd'hui, c'est notre paix. Parce que c'est eux-mêmes, ceux qui incarnent l'ordre gouvernant, qui nous ont toujours parlé du vivre ensemble. Est-ce qu'on peut promouvoir véritablement le vivre ensemble s'il n'y a pas la paix? Donc la paix pour nous est précieuse. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il faut vraiment poser des actes qui vont apaiser. Donc nous voulons les élections libres, transparentes, démocratiques, inclusive et participative en 2025 pour qu'au sortir de cette élection, que tout le monde soit unanime que celui qui a gagné est vraiment celui qui a été choisi par le peuple. Nous ne voulons pas des situations qui vont nous amener vers des troubles. Donc, pour chuter, je pense que si ce que Edmond Kamgi a rapporté ici, c'est vrai, il faudrait vraiment que les autorités reviennent à de meilleurs sentiments. Je connais le gouverneur de la région du littoral, c'est quelqu'un d'assez pondéré. C'est un grand républicain, c'est un grand administrateur civil. Je pense qu'il comprend les contours de cette situation et je l'invite très respectueusement à revenir à de meilleurs sentiments. Si cela est vrai, mais au cas où ce n'est pas vrai,
Je vais demander à mon ami du MLC de dire à son président de reprendre la route, de repartir à Yaoundé. Je pense que si les autorités ne sont pas dans la posture de porter atteinte à la paix sociale, ils vont le laisser rentrer en paix. Avec vous, Edmond Kamgia, je voudrais qu'on évoque les mécanismes de vote à l'étranger. De plus en plus, on se rend compte que ces mécanismes sont très limités. Pourtant, la diaspora a un poids économique et social qu'on ne peut évoquer. Oui, tout à l'heure, Maître Kaka soulignait l'importance déjà du poids économique et financier de la diaspora pour certains pays africains, et même du Cameroun. Beaucoup envoient de l'argent ici. Et ont commencé à investir, souhaitent investir davantage, mais le climat sociopolitique ne les encourage pas à investir au Cameroun. Je voudrais quand même dire un petit mot avant de rentrer profondément dans la réponse à cette question. C'est que la Constitution du 10 janvier 1996 encadre, renforce, n'est-ce pas, consacre les libertés individuelles et publiques. Et parmi ces libertés-là, je l'ai dit, il y a la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler. Ce qui se passe en ce moment est une atteinte, c'est une violation de la Constitution. La Constitution a été violée par les autorités administratives. Vous ne pouvez pas empêcher un citoyen de circuler librement, d'aller et venir, alors qu'il n'a commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime. On nous dise quel est le crime qu'a commis ce leader politique. C'est une question que je pose à ces autorités. Vous ne pouvez pas, sur la base, je ne sais pas, on dit souvent le renseignement prévisionnel, mais je vais vous dire ici, c'est parce que j'aime trop mon pays. J'aurais dit tant de choses sur les limites et les lacunes du renseignement prévisionnel au Cameroun. Mais je dis, la décision est maladroite. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas approprié. Et au lendemain du meeting de Paris, qui a été couvert par la plupart des chaînes internationales, pas seulement par les chaînes parisiennes, voyez-vous, le monde entier nous regarde. Hein? C'est-à-dire ce qui se passe depuis le retour de Maurice Kamto au Cameroun, depuis l'aéroport jusqu'à présent, jusqu'au siège de son parti, où il y a des milliers de militants et sympathisants qui veulent rencontrer, voir, même de loin à distance, leur leader. Ils ne peuvent pas le voir parce que la police a interdit la possibilité pour lui de rencontrer les membres cadres de son parti. Cela montre clairement tout ce qu'il a dit là-bas à Paris. Entre autres choses, qu'un meeting comme celui-là ne pouvait pas se tenir à Douala. Que la liberté de manifester, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, la liberté de se réunir, consacrées dans la constitution camerounaise, ne sont pas appliquées par ceux qui sont chargés de les appliquer. C'est-à-dire le préfet ou le sous-préfet, en ce qui concerne les lois qui ont été promulguées le 19 décembre 1990, la loi sur les partis politiques, la fonction, les rôles des partis politiques, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce que le MINA peut faire, ce que le MINA ne peut pas faire par rapport aux partis politiques. La loi sur les associations, parce que la société civile a les mêmes problèmes que les partis de l'opposition au Cameroun. Il y a la loi sur la liberté de réunion et des manifestations publiques. Et les conditions permettent, n'est-ce pas, aux sous-préfets de donner un récépissé ou de les interdire les rencontres. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je fais cette parenthèse pour dire qu'en réalité, il est important que nos autorités fassent attention parce que c'est le monde entier qui nous regarde et juge très rapidement avec son retour et ce qui se passe qu'en réalité, le Cameroun n'est pas un état de droit comme il le proclame. Maintenant, sur la place de la diaspora dans la démocratie, je vais vous dire, Paul Biya a fait deux grandes promesses à la diaspora en 2009. La première, c'était de régler la question de la double nationalité en passant par le Parlement qui voterait la loi, enfin qui permettrait la réforme de la loi sur les nationalités et permettrait cette ouverture. La deuxième, c'était de permettre aux Camerounais de l'extérieur, de la diaspora, de pouvoir participer aux élections présidentielles et référendaires. Jusqu'à présent, il y a eu un pas par rapport aux élections présidentielles. Ils peuvent participer déjà aux élections présidentielles. Mais la question de la nationalité ou de la double nationalité n'est toujours pas réglée. Et cela pose problème. J'évoque ce point pour dire qu'en réalité aujourd'hui, ELECAM, qui est chargé d'organiser, de superviser les élections au Cameroun,
ne fait pas suffisamment son travail, son rôle, sa mission par rapport à nos concitoyens de la diaspora. Voyez-vous, normalement, les Camerounais de diaspora ne devraient pas seulement être quelques dizaines de milliers comme électeurs sur les listes électorales. Ils devraient être également des centaines de milliers et voire même le million. Et voire même le million. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de restrictions dans l'application de la loi par Elekam. Elekam refuse d'appliquer la loi. Elekam refuse même. Il a fallu la pression de l'opposition, de la société civile et des médias pour que Elekam aille inscrire au début de cette année nos frères et sœurs de la diaspora. Ce n'est pas normal. Elekam doit faire son travail. S'ils ne font pas le travail, en cas de défaillance, la loi est claire. Lorsqu'elle est